à tous. Merci d'abord à Irina Malenko, à Jeff Bossut qui va se charger au besoin de compléter le français de Irina, et à l'éditeur, notre estimé éditeur Delga qui organise cette soirée, représenté par Edmond ce soir. Eh bien, je vous laisse tout de suite la parole. Je ne sais pas dans quel ordre. Tu veux faire une petite présentation préliminaire? Une petite présentation préliminaire, donc, puisque après, donc, Irina et Jeff vont amplement développer, mais bon, il s'agit là effectivement d'un récit autobiographique, hein, d'une soviétique, pas ex-soviétique, parce qu'elle ne veut pas être appelée ex-soviétique, elle est soviétique, d'une soviétique qui a dû migrer aux Pays-Bas d'abord, puis en Irlande à la fin des années 80, début des années 90. Donc, alors, c'est un récit autobiographique fait d'aller-retour, hein, dans le temps et l'espace, hein, la géographie, l'URSS, les Pays-Bas, l'Irlande, et le temps du socialisme, et puis le temps du capitalisme. Donc c'est une espèce de chassé-croisé, donc, avec quelques feedbacks, etc. Donc, alors, ce qui retient l'attention, si vous voulez, dans ce livre, c'est que c'est vraiment et ce qui a fait l'intérêt pour nous de le publier, c'est que c'est finalement le télescopage de deux mondes, finalement, qui avaient vécu côte à côte pendant 70 ans sans quasiment de contact, hein, et qui, à la faveur de la chute du mur Berlin, se retrouvent nez à nez. Voilà, donc, et donc c'est ça qui est intéressant, je dirais, quasiment au niveau quasi anthropologique, quoi, parce que là on est effectivement face à des gens qui réagissent de manière tout à fait différente, et c'est ça qui, à mon avis, fait en grande partie l'intérêt de ce livre. En plus, ce qui nous a un peu motivés, c'était que quand on regarde du point de vue de l'existentiel d'Homo Sovieticus, hein, on va dire, dans les compilations écrites qui peuvent exister en France et ailleurs, quoi, eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a absolument rien. Il n'y a absolument rien. Par contre, bon, sur le Homo economicus, sur le libéral libertaire, là vous avez une infinité de thèses existentielles, etc. Donc pour nous, c'était intéressant, si vous voulez, et on le cherchait depuis pas mal de temps, de combler cette lacune au niveau éditorial, quoi, hein. Ça l'avait été partiellement, mais à mon avis, de manière non satisfaisante, par le bouquin de Svetlana Alexievitch, hein, La fin de l'homme rouge, qui annonçait quelque chose qui aurait pu être bien, mais à mon sens qui ne l'est pas, à savoir, bon, des témoignages qu'elle rendait pêle-mêle, mais au-delà de ça, si vous voulez, après un regard en surplomb, voire condescendant, voire infantilisant vis-à-vis de l'expérience soviétique. Bon, il faut dire que Svetlana Alexievitch est anticommuniste, bon, voilà. Donc ceci explique cela. Alors peut-être la dernière chose, là donc, de ce point de vue-là, ce qui est intéressant, je pense qu'il y a 4 étages d'intérêt dans ce bouquin. C'est que, premièrement, bon, on a une vision, elle décrit, si vous voulez, la vie en URSS, telle qu'elle était, quoi, hein. Et donc, on sort des clichés, hein, d'un goulag obsessionnel, et puis d'une paranoïa généralisée de tous les gens qui ne sont pas du KGB, quoi. En gros, donc, tout ça c'est évacué, ça part en éclat. Alors ça, c'est le premier intérêt. Ensuite, c'est parce que donc il y a une notion de conflit, quoi, et Irina arrive en face à face, si vous voulez, avec une société qu'elle ne connaît pas finalement, la société avancée, donc la social-démocratie avancée jusqu'au libéralisme libertaire, quoi. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'on a son point de vue, si vous voulez, par rapport à cette société-là, quoi.
donc à la nôtre finalement, quoi. Donc on est quelqu'un d'extérieur qui vient jeter un regard, si vous voulez, sur notre propre société, celle qu'on connaît depuis des décennies. Ça, c'est très intéressant, pour nous, je dirais. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est également le niveau, parce que quand elle arrive, si vous voulez, en même temps, les Occidentaux sont en train de détruire son pays et de détruire le système social du pays qu'elle habite, quoi. Donc c'est intéressant de voir dans le même temps, si vous voulez, sa perception à la fois de la société qu'elle expérimente et puis de la société qu'elle a connue, mais qui est en train d'être détruite par, par les Occidentaux, quoi. Et aussi, ce qui est intéressant, je trouve, c'est la perception qu'elle a aussi de la perception des autres, c'est-à-dire comment les autres le renvoient, si vous voulez, l'image fabriquée totalement par les médias depuis 50 ans en Occident, hein, mais comment ça lui est renvoyé, si vous voulez. Donc je pense que c'est tout un ensemble de choses qui rendent ça intéressant et qui font, même, c'est intéressant pour nous, quoi. Parce qu'effectivement, c'est un peu une espèce de phénoménologie différentielle, quoi, entre deux anthropologies là, qui s'affrontent. Et on apprend autant, si vous voulez, sur nous, finalement, en découvrant finalement le décalage qu'il y a entre la perception qu'elles peuvent avoir de notre propre société, qu'on apprend également sur la société en question que l'on méconnaissait vraiment énormément, hein, pour ceux qui n'étaient pas politisés dans ces années-là, quoi. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Jeff et puis à Irina, et puis Sergueï traduira, et Nouma qui a traduit l'ouvrage, et puis Sergueï qui parle russe également. Au besoin. Enfin, on a de nombreux traducteurs. Voilà. Bonsoir, nous nous trouvons à Paris, à la rue Raymond Losseran, à la librairie Tropique, qui est une librairie remarquable. Raymond Losseran, On ne le dira jamais assez. Raymond Losseran était un résistant, un héros de la résistance qui a été tué. FTP, hein, un communiste. Hein. Un communiste qui a été tué en 1942, si je ne me trompe. Et même pendant la guerre, on a fait des inscriptions rue Raymond. Oui, c'est le seul cas de... Il y a énormément, je vais être très bref, mais pour t'expliquer ça que je t'ai raconté, c'est la seule rue de France ce n'est évidemment pas la seule rue de France qui a été rebaptisée après la libération du nom d'un résistant, ça oui. Il y en a eu beaucoup, mais c'est la seule qu'il a été pendant l'occupation au nez à la barbe de la Gestapo par les camarades de Raymond Losseran, quand ils ont appris qu'il avait été exécuté, pendant la nuit. Ils ont balayé toute la rue, barré les inscriptions, oui. Et ils ont remplacé par Raymond Losseran au nez à la barbe de la Gestapo. Donc voilà, je te laisse poursuivre. Et l'inscription est toujours là, et la librairie Tropique continue cette tradition dans le domaine littéraire. Pourquoi je veux remercier de tout cœur la librairie Tropique. Je veux aussi remercier la maison d'édition Delga. Je vais citer Annie Lacroix, qui a écrit que grâce à Delga, éditeur sans lequel il serait impossible de lire en français des historiens anglophones remarquables et boycottés par la grande édition. À ces éditeurs, à ces écrivains anglophones, historiens, je peux ajouter l'historienne, parce qu'elle est historienne, Irina Malenko, remarquable, et qui maintenant, grâce aux éditions Delga, est accessible en langue française. Je veux simplement... On a eu une bonne introduction déjà. Je vais simplement parcourir les 5 étapes de la conquête du monde par ce livre. Il a été écrit d'abord en russe,
Et il a suscité, quand il était sur l'Internet, des vives réactions de Kaliningrad jusqu'à Vladivostok, des lecteurs russophones. Et même des lecteurs russophones qui étaient dans le diaspora dans d'autres pays. Puis, le livre a été traduit en anglais et a atteint un autre public mondial déjà. Puis, troisième étape, le livre a été traduit en néerlandais et il est en néerlandais déjà dans sa deuxième édition. Puis, je sais que c'est ennuyeux, mais je continue. Puis, il a été traduit en singalais. Le titre en néerlandais était « Heureuse en Union soviétique ». Le titre en singalais, je ne peux pas vous lire, ni prononcer, mais c'est ce même livre qui a atteint aussi une culture qui diffère de la nôtre, parce que le livre a atteint l'Occident. Et il y a quelque chose d'universel dans ce livre, parce qu'il traite la question fondamentale, socialisme, capitalisme, qu'est-ce qui est meilleur? Ça donne une description détaillée de tous les aspects de la vie soviétique. Et maintenant, on arrive à l'étape 5e, l'apparition du livre en français, qui a été traduit par Nguyen Dak Ngoumai. Merci d'être venu. C'était 700 pages à peu près. Nguyen Dak Ngoumai est historienne des relations internationales et de l'économie rurale, c'est bien ça, et lauréate des mots d'or de la francophonie pour la presse écrite. Et elle nous laisse profiter de ces mots d'or. Avant que je vais poser à Irina la question, mais pourquoi avez-vous écrit ce livre? Cher Ngoumai Nguyen Dak, pourquoi avez-vous traduit ce livre? C'était quand même un travail gigantesque. Oui. D'abord, bonsoir et merci de venir nous soutenir parce qu'il est vrai ce que Edmond et Jeff vous ont dit sur la véracité de ce livre. Personnellement, pourquoi je l'ai traduit? C'est une très grande question dont je peux vous dire en 3 mots, en 3 phases. La première, c'est que j'ai essayé de mieux connaître le peuple et le pays qui nous ont aidés pendant la guerre du Vietnam. L'occasion s'est présentée, nous sommes partis tout de suite, dès la fin des accords de Paris en 1973, il s'est trouvé que mon mari est parti avec la coopération technique et scientifique dans une ville qui est une ville mitoyenne de scène de l'auteur. Et il n'y a que la Protva pour séparer ces deux villes. Donc je peux vous témoigner que ce qui est écrit et dit dans ce livre que j'ai traduit, je l'ai vécu. Parce que nous sommes venus avec le Centre de l'énergie atomique et le Centre d'études atomiques de Genève et de Paris, Saclay exactement. Et il s'est trouvé, et c'est une très grande chance de pouvoir connaître ce pays de l'intérieur. Et c'est ça qui était très 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 important pour nous, parce que nous connaissons le pays qui est venu nous aider. Mais nous ne connaissons pas très bien le peuple qui a défilé dans la rue, comme ça a été montré dans ce livre. Irina a participé à des démonstrations de rue pour le Vietnam. Alors, nous, quand on a habité presque 4 ans dans cette ville, et c'est une ville fermée, comme Tula, Protvino,
c'est devines scientifiques fermées. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a que des choses importantes à l'intérieur concernant le nucléaire. Et j'ai vécu cette aventure scientifique parce que je suis, avant de faire ces études linguistiques et des études slaves, je suis bichimiste de formation. Donc, mes années 20 ans du CNRS m'ont aidé à entrer de fait dans ces chercheurs parce que je suis allée vers les chercheurs qui n'est pas les nôtres, mais de l'autre côté. C'est-à-dire que nous vivons dans des appartements avec les Russes, mais on n'a pas la même vie qu'eux. Vous voyez, parce que nous, on a la coopération, on est venu avec notre école et presque notre civilisation. Donc pour aller vers les autres, il faut apprendre la langue. Et j'ai fait cet effort qui m'a conduit vers les études slaves, dont j'ai fait mon 3e cycle à l'INALCO. Alors, la deuxième raison, c'est pour remercier mes professeurs, parce qu'au Vietnam, nous avons une journée pour remercier ceux qui nous ont formés. Et là, c'est une occasion exceptionnelle de dire, voilà, je suis allée chez vous et je vous remercie. La troisième que Jeff a signalé, les mots d'or. Alors, je faisais jusqu'à encore cette année du jury des mots d'or de la traduction, c'est des traducteurs francophones. Et je voulais donner une occasion aux francophones de connaître ce pays. Voilà. Et je remercie d'autant plus Irina de nous avoir expliqué les choses. En fait, ce livre, c'est pour ma part un puits de ressources parce qu'il vous amène dans la vie des gens et ce qu'elle raconte. Même, je l'ai vécu parce que notre 3e enfant est né là-bas. Donc, toute la naissance et la formation, tout ça, nous avons vécu. Et je peux témoigner que c'est vrai. Mais ce qui est difficile de vous expliquer, c'est que les Russes, eux-mêmes, sont très sensibles. Ils sont sensibles parce que ils connaissent beaucoup de choses. Vous voyez, mais c'est pas pour dire, c'est un peuple très cultivé. Vous voyez même leur métro, c'est des palaces. Maintenant, ils sont allés à une formation beaucoup plus moderne. Mais pour vous dire que c'est un livre que j'ai mis du temps à le faire. Mais il n'y a pas qu'un, hein. Il y en a 3 comme ça. Il y a 3. J'ai déjà traduit la 2e partie et dans la salle, j'ai un ami, j'ai même 2 amis qui le relisent. Et il y a encore un 3e livre aussi important. Mais je pense que celui-là, il vous donne déjà l'ouverture à toutes les portes. Voilà. Alors, Irina, merci beaucoup. Et donc, la même question, je voudrais poser à notre auteur. On sait maintenant pourquoi Ngumai a traduit le livre, mais à la maison, j'avais déjà un livre. Donc, il ne fallait pas en avoir 2. Ici, c'est plein de livres. Pourquoi encore écrire un livre? Il y en a tellement. Irina Malenko, pourquoi avez-vous écrit ce livre? Bonsoir. Merci. Mon français, mon vocabulaire n'est pas assez pour expliquer toutes les choses comme ça. Donc, je vais parler en russe. Oui. Et vous pouvez traduire. Вообще я мечтала стать писателем давно. Еще с 5-летнего возраста я мечтала писать книги, но я не знала, какие книги, потому что для того, чтобы написать книгу, нужен жизненный опыт. Quand j'avais 5 ans,
je rêvais déjà d'être écrivain. Je voulais écrire des livres, mais je ne savais pas quoi. Et pour écrire des livres, il faut avoir une expérience de vie. Я не буду свою биографию пересказывать, потому что она в книге есть. Но когда я приехала в Нидерланды и прожила несколько лет там, я пошла учиться в университет там и столкнулась с тем, как представляют историю Советского Союза и нашу жизнь. Да. Donc, je suis allé aux Pays-Bas. J'ai vécu là-bas. Là-bas, j'ai suivi des cours à l'université, des cours de littérature russe, entre autres. Et alors, aux Pays-Bas, j'ai vu la façon dont on a écrivé l'histoire de mon pays. И это было не только в книгах, в разговорах с людьми постоянно. Люди, которые никогда не были в Советском Союзе, говорили со мной с такой уверенностью, что как будто они лучше меня знают, как там было. Et en étant aux Pays-Bas, il y avait des gens qui n'avaient jamais été en Union soviétique et qui m'expliquaient toutes sortes de choses sur mon pays, ne sachant pas que je venais de là-bas. И в книге я привожу такой типичный диалог. В Нидерландах практически каждый человек, когда с ним встречаешься, спрашивает, откуда ты, говоришь ему, все они говорят одну и ту же фразу. О, у вас раньше не было свободы, а теперь у вас есть свобода. Et le dialogue typique était, vous venez de l'Union soviétique. Ah, là-bas, il n'y avait pas de liberté. Maintenant, ici, aux Pays-Bas, vous avez la liberté. И я в таких случаях им всегда отвечала, а что вы имеете в виду, какой свободы у нас не было? Et je répondais, mais quelle sorte de liberté? Qu'est-ce qu'on peut faire ici que là-bas on ne peut pas? И они все опять говорят одну и ту же фразу. О, вы не могли критиковать ваше правительство, а здесь я могу выйти на улицу и сказать, что наша королева, тогда была королева, глупая корова, например. Корова, Да. Et il répondait, mais là-bas, dans votre pays, on ne pouvait pas critiquer le gouvernement. Mais ici, aux Pays-Bas, on peut même aller descendre dans la rue et crier que notre reine, ben, c'est une vache folle. Во-первых, это неправда, потому что в Нидерландах есть законы, которые тоже запрещают оскорблять членов королевской семьи. А во-вторых, тогда я говорила им, во-первых, почему вы думаете, что я хотела критиковать свое правительство? И если, почему вы думаете, что я не могла этого делать? А во-вторых, а если вы можете действительно так сказать про вашу королеву, почему вы не пойдете на улицу и не скажете это громко? Alors moi je répondais, mais pourquoi pensez-vous qu'on ne pouvait pas critiquer notre gouvernement? Et si vous avez tellement d'envie à critiquer votre reine et de crier qu'elle est vache folle, pourquoi vous ne le faites pas? И тогда они не знали, что ответить на это. Et c'était la fin de la conversation. Но в университетских учебниках было хуже. То есть я понимаю, что могут быть разные точки зрения на Советский Союз, но там было просто ложь написано во многих случаях. Mais ce qu'on enseignait aux Pays-Bas dans les universités sur mon pays, c'était encore pire. Parce que c'était des mensonges élaborés. Например, там было написано, что буквально, что в Советском Союзе не было профсоюзов. Par exemple, dans l'Union soviétique, il n'y a pas de syndicats. Это неправда. У нас есть профсоюзы, и даже студенческие профсоюзы, и почти все были членами профсоюза. Профсоюзы играли немного другую роль в нашем обществе. Да. Но, тем не менее, они пользуются очень большими правами. Например, никого не могли уволить без разрешения профсоюза. C'était carrément pas vrai. En Union soviétique, il y avait des syndicats. Il y avait beaucoup de droits que même aux Pays-Bas, ils n'ont pas. Par exemple, licencier un ouvrier d'une usine sans le consentement du syndicat, c'était pas possible.
И, например, про наших женщин в учебнике было написано: женщины в Советском Союзе работают только потому, что у их мужчин маленькая зарплата. И я очень оскорбилась, когда я прочитала. Et elle lisait dans les cours que dans l'Union soviétique, les femmes devaient travailler parce que leurs maris gagnaient tellement peu de choses qu'ils étaient obligés de travailler. Et ça, j'ai pris comme un affrontement personnel. Потому что с такой точки зрения никогда никто из нас на это не смотрел. Мы работали для того, чтобы приносить пользу обществу, стране, для того, чтобы свой вклад внести в общее дело. Так. Parce que notre conception du travail, on allait travailler non pas seulement pour gagner du fric, on allait travailler parce que c'était un travail qui avait un sens dans la construction de notre pays. И чем дальше, тем больше у меня такая обида накапливалась за Советский Союз и за то, что о нем только негативные вещи говорят в средствах массовой информации и в литературе тоже. Et donc son indignation s'est accrue chaque jour en lisant toutes sortes de choses qui étaient fausses, et il a senti quelque part le devoir d'y répondre. И я знаю, что моя жизнь была типичная, никакая не исключительная. Я из простой семьи, мои предки были рабочими, моя мама и отец, они уже инженер и преподаватель. Ну, так. Ma vie en Union soviétique était une vie ordinaire. Donc ma maman était ouvrière et puis Бабушки, дедушки все были рабочими, много поколений, до революции еще. А мама первое поколение, которые стали инженерами. Donc grand-père, grand-mère étaient ouvrières, la mère était ingénieure. Et donc, ils ont eu une vie qui avait vraiment du sens. И я почувствовала, что это, можно сказать, мой долг, сказать просто правду о том, какой была повседневная жизнь обычной семьи в Советском Союзе от имени большинства наших людей, молчаливого большинства. То есть большинство людей этой жизни жило, но их никто не слушает, и они сами молчат. А говорит только меньшинство, которое было всем недовольно и так далее. Donc notre vie dans notre famille, c'était la vie de la grande écrasante majorité du peuple dans l'Union soviétique. Mais maintenant, quand il est affaire de témoigner, on entend des voix qui sont contre l'Union soviétique, mais la grande majorité des gens qui ont bien vécu, on n'entend pas leur voix. И когда я начала писать эту книгу, я представляла себе несколько групп читателей, которым она может быть интересна. С одной стороны, мне хотелось сказать правду о Советском Союзе людям в Европе, среди которых я живу. Да. С другой стороны, мне хотелось сказать об этом нашей молодежи в России, которые уже не знают жизни при социализме и тоже читают много всякого вранья в прессе. Да. А с третьей стороны, это мои ровесники, люди старше меня. Мне хотелось поддержать их морально, показать им, что мы не забыли все хорошее в нашей жизни, и что они должны не бояться выражать свое мнение и говорить правду о том, какой была наша жизнь. Dans mon livre, je me suis adressé à 3 genres de public. D'abord, il y a en Europe de l'Ouest les gens qui entendent toujours des choses qui ne sont pas vraies, qui sont des mensonges. J'ai aussi voulu m'adresser aux jeunes qui vivent dans mon pays pour leur rappeler comment c'était sous l'Union soviétique. Et j'ai voulu aussi m'adresser à ma génération, aux gens qui ont vécu cette période et dont rarement on entend la voix, en les invitant de parler, de s'exprimer sur cette période. И написала я ее довольно быстро, все 3 части где-то за 10 месяцев. 3 части. Это 2006. Et une fois commencé, elle a écrit Nuit et jour, et dans 10 mois,
Elle a écrit 2100 pages, qui est maintenant la trilogie, dont le premier tome est ici. И ее сразу выкладывали в интернете, на одном сайте, каждую неделю новую главу на русском языке. Каждый месяц, non? Каждую неделю я писала. каждую неделю. Да. Et donc, ça a paru sur l'Internet et chaque semaine, il y avait un nouveau chapitre sur l'Internet. Но я не ожидала, честно говоря, что я получу такие реакции, такое большое количество отзывов от читателей. Я просто- Количество. Да, и количество, и Много. качество. Да. Et je n'avais jamais attendu de telles réactions. La qualité et la quantité de ces réactions. Самой старшей моей читательнице было 86 лет, а самому молодому читателю 23. Donc j'avais des lecteurs et lectrices de 23 ans et de 86 ans. И каждый в этой книге узнавал что-то из своей жизни. Хотя мы все из разных поколений. Et tous ceux qui ont réagi ont reconnu dans mon livre quelque chose de la vie qu'ils ont vécue eux-mêmes. И многие читатели меня благодарили за то, что наконец-то нашелся человек, который сказал правду, как они это выразили. Il y a beaucoup qui m'ont remercié en disant que maintenant, enfin, on a écrit ce que j'ai voulu dire longtemps. Ну и с некоторыми читателями мы даже подружились потом. Et alors, elle a entamé une correspondance et on a commencé à s'écrire. И одна читательница, она преподаватель английского языка, она сказала, надо обязательно перевести твою книгу на английский, чтобы она была известна в других странах тоже. Это житель России, который сказал. Et en Russie, il y avait, en Sibérie, На Урале. Et en Ural, il y avait une lectrice qui a dit, mais il faut traduire ce livre. C'est pas seulement les russophones qui doivent le lire. Et elle a commencé à traduire ou faire Я ей traduire. сказала, что это очень трудно, потому что книга такая большая, я не справлюсь сама с этим. Она сказала, я дам 50 страниц каждому из своих студентов, и мы вместе начнем переводить. Так. Et Irina, mais qui parle bien l'anglais, mais elle a dit, moi, traduire ce livre, c'est 700 pages, en plus la langue. Alors, cette lectrice a dit, mais j'enseigne dans une école de l'anglais, et je vais diviser le livre en pièces de 50 pages, et chaque élève doit traduire 50 pages. И, конечно, качество этой работы было разное, были некоторые переводы лучше, некоторые хуже. Ce qui fait que la qualité de la traduction anglaise, par-ci, par-là, est, disons, différente. Но тут началась настоящая интернациональная работа, и мы собрали многих, как сказать, многие друзья мне помогли в разных странах проверять все эти переводы и обрабатывать их. Люди из Индии, из Соединенных Штатов, из Англии, из Ирландии, из нескольких стран все помогали этот перевод потом сделать читаемым на английском. Mais les premières versions de l'anglais ont été envoyées, en fait, partout dans le monde, en Inde, aux États-Unis, à des divers intéressés. Et ils ont envoyé leurs corrections et ainsi est née la traduction И anglaise. написала я книгу за 10 месяцев, а на английский мы переводили 2 года. Donc j'ai écrit le livre en 10 mois. La traduction en anglais a duré 2 années. 6 mois, 1 an pour la traduction française. Combien? 6 mois? 6 mois. Tu 6 as mois. mis 1 an à la relire. Oui, oui, oui. А после этого на нидерландский ее перевели, и товарищи на Шри-Ланке решили перевести ее на свой родной язык, потому что там очень хорошо знают и русскую литературу, и советскую литературу. Советский Союз очень популярен, и поэтому там эта книга нашла такой отклик живой. Alors j'ai traduit le livre en néerlandais, puis on a envoyé la version russe au Sri Lanka. Au Sri Lanka, il y a un fort courant de gauche qui s'était intéressé au bilan de l'Union soviétique
Et ils ont traduit, ça c'est la deuxième édition déjà en singalais, c'est ça? Вот такая вкратце история, но что мне запомнилось из отзывов моих читателей, одна читательница написала мне, это классный анти-гулаг архипелаг. Ah. Et une lectrice a appelé le livre le Anti-Gulag Archipel. Потому что она сказала, ты вправишь им мозги, ты Да, покажешь да, им, да, да. каким по-настоящему был Советский Союз. Вот так. C'est dans le sens du anti-Düring, maintenant on a le Anti-Gulag Archipel. И когда я приехала на презентацию в Бельгии, это был первый раз среди зарубежных читателей, я не знала, что ожидать, какие вопросы. И в Антверпене очень много наших иммигрантов было на этой встрече. Я думала, что мне какие-нибудь враждебные вопросы будут задавать, потому что иммигранты, может быть, им нравится такая жизнь, какой они живут здесь. Но нет, они тоже меня все благодарили. Спасибо, что ты сказала от нашего имени все как есть. Одна женщина какую-то начала такие вопросы задавать, критические в адрес Советского Союза. Да. И я не успела ей ответить. И все читатели сами ей ответили, ее остановили. La première présentation à l'étranger a été à Anvers et elle avait terriblement le trac parce qu'elle ne savait pas qui viendrait. Et il y a des émigrés, il y a des dissidents et elle s'attendait au pire. Et elle a été touchée par les réactions parce qu'il y a beaucoup de gens émigrés de la Russie qui vivent à Anvers, qui sont venus à la présentation du livre, qui ont approuvé. Il y avait une réaction qui était carrément contre. Alors le public s'est mêlé dans la discussion et de leur propre expérience, ils ont répondu entre eux sur les objections. И что было особенно приятно, там были не только русские, там были представители всех национальностей Советского Союза, там были и латыши, и чеченцы, и молдаване, и украинцы, все. И все они, у нас было общее мнение. Il n'y avait pas seulement des Russes là-bas. Il y en avait des 15 républiques de l'ancienne Union soviétique. Il y avait des Tchétchènes, il y avait des Géorgiens, des Ouzbeks. Et ils se sont tous mêlés dans la discussion du livre. И после этого у меня было такое чувство, ради этого стоит жить. Et, Dat maakt mijn leven moeite waard. Et après cela, elle a eu quelque part le sentiment qu'elle n'a pas vécu pour rien. Voilà. Voilà l'introduction de notre traductrice, de notre auteur. Maintenant, la parole est à vous. Vos objections, vos critiques, vos commentaires. Я бы хотела узнать, кто здесь присутствующих уже ее прочитал. Есть ли такие, кто уже читал? Il y a parmi vous des gens qui ont déjà lu jusqu'à la fin. Oui. Oui. Alors, on est très intéressés. Bah, écoutez, moi c'est spécial parce que je suis hongroise, j'ai vécu en Hongrie pendant l'occupation soviétique. Et bon, je comprends. Et il y a des choses, quand je suis venue en France, le côté positif que tu as écrit, j'ai eu beaucoup de mal aussi à le faire comprendre. Les crèches gratuites, 3 ans, oui. Bon, la congé maternité, 3 ans, pas possible. Voilà, des choses comme ça. Et puis, j'avais tout le côté négatif qui pour moi était énorme et que je ne trouve pas dans le livre. Voilà. Ça m'a un peu choquée parce que je pense qu'il aurait fallu, d'après moi, faire un peu plus d'équilibre. Voilà. Mais tu ne peux pas connaître. Да, я поняла. Я как раз считаю, что учитывая то огромное количество негативной литературы о Советском Союзе, моя книга балансирует это все. В то же время я не скрывала недостатков в нашей жизни, старалась понять причины. И старалась понять причины того, что случилось с нашей страной тоже.
Но в целом я считала своей основной задачей, как сказать, как раз создать баланс тому огромной массе негативной литературы в Советском Союзе, которая уже и без меня есть. Da. Donc la réponse, il y a une littérature abondante des côtés négatifs de l'Union Oui, soviétique. je confirme. Et je dirais même, il n'y a que celle-là. Il n'y a que celle-là. Donc on connaît par cœur les côtés négatifs, Ouais. ou Mais prétendument négatifs. On les connaît par cœur. Oui, mais voulez le lire problème, par- c'est par que là, vous du coup. croyez que c'est prétendument négatif. Alors, c'est Non, ça ça, qui me choque. ça dépend. Parce que Ça moi, je dépend. l'ai dit. C'est-à-dire, on peut porter un jugement négatif comme on peut porter un jugement positif. Oui. Donc, Oui, ce que vous oui. interprétez négativement n'est pas nécessairement interprété négativement par tout le monde. C'est simplement ce que je veux dire. Mais c'est présenté de telle manière en Occident, et ça fait 60 ans ou plus, bien plus même encore que ça dure, peut-être quasiment un siècle maintenant, et qu'on est saturé de ce discours. Donc le fait que, Oui. effectivement, vous aviez une expérience personnelle qui fait que vous l'ayez éprouvé négativement un certain nombre d'aspects, n'est pas contradictoire avec le fait que pour beaucoup d'autres, pour des tas de raisons, ça soit interprété de manière très différente. De même d'ailleurs que certains aspects positifs de l'Union soviétique et de son organisation sociale peuvent paraître absolument épouvantables à beaucoup de gens. Ah non, Là, si, je vous garantis qu'il y en a qui trouvent ça aujourd'hui épouvantable encore. mais c'était le côté positif, cette organisation sociale. C'était ça le côté positif. Voilà. Pas une question, je veux dire que... Oui. Je vais encore On traduire va... ce qu'elle a Oui, dit en réponse. Oui. Donc, en effet, il y a des côtés négatifs, mais sur cela, la littérature est abondante. И я не отрицаю, что у нас были негативные стороны. Я в своей книге об этом тоже говорю. Я Да, стараюсь объективно оценивать и стараюсь понять причины негативного тоже. Elle ne veut pas nier les côtés négatifs. Ils sont d'ailleurs décrits dans le livre. Et donc, elle veut surtout éclaircir les causes de la dégénération à la fin de l'Union soviétique. Donc, qu'est-ce qui était la cause de ces côtés négatifs? Et elle voudrait remettre en équilibre le tas de littérature négative et livrer une littérature sur les aspects positifs qui est, comme vous l'avez dit, presque absent. Un petit peu de contradiction. Ouais. Voilà. L'éditeur voulait ajouter quelque chose. Non, en fait, pour surenchérir sur ce que dit Dominique et sur ce que tu disais tout à l'heure que ta correspondante te disait « Enfin, on a écrit ce que j'ai voulu dire longtemps ». Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'à la limite, toute la littérature anti-socialiste, anti-soviétique, Anticommuniste, on peut dire. contre un livre que finalement tout le monde voulait écrire, mais que personne n'avait réussi à écrire. Et qu'elle a écrit. Alors la question, l'autre question, c'est à ton avis, pourquoi finalement quelque chose que tout le monde a vécu, que tout le monde, beaucoup de gens là-bas ont vécu, pourquoi ça n'a pas été écrit par d'autres? Est-ce que c'était pas assez mûr, encore assez mûr? Est-ce que parce que bon, tous ces gens-là portaient ça en eux finalement, tous ces gens. Et ce qui est assez incompréhensible, c'est pourquoi. Et nous, c'est ce qui nous a poussé à l'éditer, c'est parce que c'est ce vide total d'une expérience anthropologique d'une société qui a été finalement la plus avancée dans l'histoire de l'humanité, le communisme, et pourquoi il n'y a rien eu, et que tu es en quelque sorte la première. Parce que, à mon avis, comment Svetlana Alexievitch était un faux départ. Là, je pense qu'on a quelque chose et qui devrait, à mon avis, être multiplié et démultiplié, quoi, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas ce genre de compilation sur ces trucs-là, pour faire justement pièce à l'ensemble de la littérature qui se déverse depuis des dizaines et des dizaines d'années là-dessus, à la télé, dans l'édition, dans les journaux, etc. Donc il n'y a pas un jour... Ça a quasiment commencé en octobre 17, hein, pratiquement. Voilà, oui, donc oui, ça fait un moment que ça dure. Donc, Oui. Oui, Oui. c'est vrai. Non, c'est vrai. Moi, j'ai défendu comme elle, oui, beaucoup de ses côtés positifs.
Mais en même temps, je n'arrive pas à me mettre complètement dans sa peau parce que j'ai trop vécu des choses négatives que elle, Irina, n'a pas vécues. Et Oui. c'est pour ça qu'elle a pu écrire comme Oui, ça, oui. parce que elle a vraiment vécu bien. Oui. Voilà. Но моя pas tout à жизнь fait. была не исключительной. Мы были Heureux. друзья. Elle И, n'a pas bien vécu. И что я хочу сказать по этому поводу. Вы знаете, очень трудно до сих пор вот эту такую книгу опубликовать. Даже в России ни одно издательство за нее не берется. Хотя они могли бы заработать на этом хорошие деньги, потому что читатели у нее будут. Но они боятся говорить позитивно о Советском Союзе, даже сейчас. Так что какая у нас свобода есть, если до сих пор боятся эту книгу опубликовать. В интернете я получаю отзывы, а издать на бумаге ее боятся. Oui, donc elle a répondu que la vie qu'elle a menée en Union soviétique, c'était la vie de l'écrasante majorité. C'était pas extraordinaire, c'était la vie des gens. Et puis, ce livre, s'il y a un pays où il est difficile de l'imprimer, de l'éditer et de le vendre, c'est la Russie. Parce que là-bas, on n'en veut pas. Alors, Il y aurait des lecteurs. Il y a un public. je voulais juste une petite incise, et après peut-être une question, mais je te laisse finir la réponse d'Irina. C'était le secret de Polichinelle, puisque même notre presse vautrée, servile, anticommuniste depuis facilement une cinquantaine d'années, a été obligée de le reconnaître. La grosse majorité de la population russe aujourd'hui, toute génération confondue, est très majoritairement très clairement nostalgique de l'Union soviétique. Donc, ça semble quand même être, je dirais factuellement, une confirmation qui a certainement des avis très partagés. Je ne sais pas trop d'ailleurs quel gouvernement, que ce soit la France ou un autre, a fait jamais à aucune époque de son histoire l'unanimité de sa population. Il fait difficilement une majorité. Donc ça, c'est ce que je voulais dire. Et ma question, mais tu as peut-être pas fini sa réponse, donc tu pourras la poser après. C'est ce qui est très intéressant, c'est de commencer à expliquer du point de vue du peuple russe, du peuple au sens général, le pourquoi, le comment de l'effondrement de l'Union soviétique. Je précise ça parce que nous avons déjà fait une soirée ici où des économistes, sociologues qui ne sont pas russes d'ailleurs, où certains sont russes, d'autres américains, ont fait un très beau travail d'économistes et de sciences humaines pour expliquer d'un point de vue, je dirais, universitaire et un peu académique, mais bien qu'il soit basé sur des faits réels, la véritable histoire de la chute de l'Union soviétique. Je pense que c'est très intéressant qu'elle puisse nous résumer, si elle peut, puis évidemment il faut lire le livre, mais nous résumer la manière dont elle-même, vue du point de vue du peuple, elle interprète ça. Voilà. Voilà. Donc, Tu me donnerais la parole. il y a... Вы поняли, да? Ну, в чем вопрос конкретно? Вопрос в том. Потом СССР кончился, и есть причина его развала. Здесь уже были об этом дискуссии, это на, скажем, интеллектуальном плане, экономика, академическом плане, университетские профессора. Если вас спросили бы изложить, почему СССР кончился, какие самые главные фундаментальные причины его развала, как вы об этом на это отвечаете? Я сначала еще хочу закончить на предыдущий вопрос. Да? По поводу того, почему я первая, может быть, кто такую книгу написал, и почему никто раньше этого не сделал, хотя чувства у многих людей такие, потому что люди чувствуют себя в этом обществе разобщенными, каждый из них сидит и думает, он слушает всю эту ложь о Советском Союзе и все негативное, и он думает, я, наверное, один такой, кому было хорошо, раз все говорят, что это было плохо. И вот как раз это я хотела прорвать, такую ситуацию, и понять этим людям, помочь этим людям понять, что они не одни, что нас много. D'abord, une remarque, pourquoi personne d'autre n'a entamé ce travail pour écrire un tel livre? Après la chute de l'Union soviétique, les gens se sentaient isolés. Et
dans les médias, télévision, livres, journaux, on entendait que l'Union soviétique c'était mauvais, c'était raté, c'était pas valable. Et les gens pensaient, et moi qui pensais que c'était quand même positif, apparemment je suis seul. Moi, dans ma maison, je pense. Et j'ai dû commencer le travail d'expliquer aux gens de ce qu'ils pensaient, qu'ils n'étaient pas seuls, qu'il y avait même une majorité pour penser comme ils étaient, et qu'ils n'étaient pas différents des autres, et qu'ils n'étaient pas différents de la majorité du peuple. А причины Что назвала касается СССР. причин, то причин, конечно, было много, это не какая-то одна. И поскольку вы здесь уже говорили об экономических причинах, Да, о политических причинах, о том, какие, может быть, ошибочные решения были приняты партией, я могу сказать, как сказать, с антропологической точки зрения, Политически. антропологической, Антропологически. Да? с тем, каким было мое поколение, Да, и те, да, кто да, немного да. старше нас. Вы будете Пожалуйста. переводить или сказать? Да, Ну, мое Продолжи. поколение было очень избалованным, прежде Да. всего, потому что наши бабушки, дедушки, они прожили трудное время, они во время войны жили, все. Тамара. И наши родители и наши бабушки и дедушки особенно очень нас избаловали. Они хотели, чтобы у нас не было никаких трудностей, все самое лучшее для нас и так далее. И мы выросли с таким ощущением, что нам все должны, жизнь должна быть прекрасной, и что если какие-то проблемы есть, кто-то должен их решать за нас, а не мы сами. Da. Étant donné qu'on a parlé des aspects économiques, intellectuels, académiques, elle voulait approcher la question de façon anthropologique, la mentalité des gens. Moi, elle dit, j'ai appartenu à une génération gâtée. J'ai eu une jeunesse heureuse et j'ai trouvé que c'était normal, que c'était la vie, que autrement ça ne pouvait pas se passer. Et ses parents, grands-parents ont veillé à ce qu'elle n'avait pas de difficultés, pas de soins, qu'elle avait une vie sans besogne. Et la mentalité était que la vie doit être ainsi et ne peut pas être autrement. И мы даже не осознавали полностью, что наша такая жизнь спокойная, с уверенностью в завтрашнем дне, когда нет безработицы, когда не надо платить за медицинскую помощь или за учебу. Мы не осознавали, что это завоевание социализма. Мы думали, что это какое-то общечеловеческое развитие и так далее. И во время Горбачева нам это усиленно внушали. Et nous pensions que la sécurité du jour de demain, c'était quelque chose d'évident, quelque chose de naturel, que l'enseignement doit être gratuit, que ça va de soi-même. Это и есть настоящие права человека. Et, oui, ça appartient aux droits de l'homme. C'est inscrit dans les droits de l'homme, donc ça doit exister partout et dans le monde entier. Et Gorbatchev a parlé des valeurs humaines, les valeurs générales humaines, et donc on croyait que ça existait partout et que c'était une évidence. И я думаю, именно с этой целью вот, меня послали, и еще у нас было 4 студентов, когда я на последнем курсе училась, нас послали в Нидерланды по обмену студентами. Первый раз в истории нашего института нас послали в Западную Европу. Et nous n'étions pas conscients que cela était des accusations, des acquis du socialisme, qu'on avait dû lutter pour cela et qu'on avait dû lutter pour garder toutes ces choses. Alors, dans le début de la perestroïka, on envoyait des étudiants à l'Europe de l'Ouest
dont les Pays-Bas où on m'a choisi et envoyé. И официально мы должны были помогать организовать выставку о российско-голландских отношениях, Да. но выставка уже была готова, и для нас это был такой прекрасный отпуск. То есть мы бесплатно ездили по всей стране, ходили по музеям, жили в семьях, которые тоже были обеспеченные люди все. On nous a envoyés dans les pays de l'Ouest. Officiellement, il fallait aider à une exposition sur l'Union soviétique. En fait, l'exposition était déjà organisée. On avait des vacances magnifiques aux Pays-Bas. On vivait dans des familles aisées qui étaient riches en fait. On visitait des musées, on faisait des excursions. И нам даже давали деньги на мелкие покупки. Et on recevait de l'argent pour faire des excursions, pour acheter des choses. Мы смотрели, как живут семьи, в которых мы остановились, и мы думали, что все так живут в Нидерландах. Et on pensait qu'aux Pays-Bas, tout le monde vit ainsi. Tout le monde nous, est riche, мы- heureux et tranquille. Мы ничего не знали о том, какие цены на жилье, на медицинскую страховку, на многие вещи, на электричество. Мы ничего этого не знали. Мы не знали, как это в такой стране жить, работать, как это, когда ты потеряешь работу, что с тобой будет. Мы ничего этого не знали. Но цель тех, кто нас послал туда, была такая, что мы вернемся и расскажем, как замечательно в Западной Европе нашим ровесникам, таким же молодым людям. Да. Et donc quand on était là, on ne s'occupait pas de ce que coûtait une visite au médecin, de ce que coûtait de louer un appartement, de ce que c'était perdre un travail, parce que c'était des choses qui chez nous n'avaient pas été un problème. Et donc, le but de nous envoyer là-bas, c'était que nous revenons en Union soviétique et nous racontons qu'à l'Occident, tout le monde vit bien. C'était quelle année? 1989. 89. Juste avant la chute. Juste avant, oui, au sommet de la perestroïka. И наш ректор, он как раз был близкий к Ельцину, знаете, Юрий Афанасьев. Он Да, тогда был, да. да, это был ректор моего института, где я училась. И потом он получил во Франции орден почетного легиона. Ah. Et l'organisateur dans notre école, c'était Yuri Afanassiev, qui était l'idéologue de ces voyages, qui était le cerveau derrière cette opération. D'ailleurs, il a reçu la Légion d'honneur en France. Ah oui, maintenant, tous les traîtres, les sociotraîtres en particulier, chez nous, ils sont commandeurs des arts et lettres, Légion d'honneur, etc. Ça, Voilà. depuis pas mal d'années, c'est un critère qui est très apprécié de notre classe dirigeante. Voilà. Но мы тогда, конечно, этого не понимали, но через некоторое время, когда я оказалась в Нидерландах уже и начала там жить, тогда я все это поняла. Mais après cela, elle est revenue aux Pays-Bas et elle a commencé à vivre là-bas. Et elle devait payer pour des choses. Et elle a sursauté, elle n'a pas compris comment c'était possible. Et lentement, ses yeux se sont ouverts. Ну, это был большой шок. Choc. Это был первый культурный шок, а второй культурный шок был, когда я вернулась в Россию через 5 лет. И во время Ельцина в 1994 году это был второй большой шок. Le 94. Четвертом. Et donc, après 5 années vivant aux Pays-Bas, qui n'était pas le paradis promis, je suis revenu en Russie en 1994. Et quand j'ai vu ce qui se passait en Russie, c'était mon deuxième choc. Я даже не А знаю, что? как это описать. Вы понимаете, вы выросли с определенной системой ценностей, как сказать, норм,
и Да. так далее. И вдруг вы приезжаете в родную страну, и там все, что ценности, с которыми тебя воспитывали, все это выбрасывается, и вместо этого говорят, нет, ты должен быть эгоистом, ты должен думать только о самом себе, ты должен всех расталкивать по жизни и рваться вперед. Вот так. Это было очень больно. Je ne reconnaissais plus mon pays. En Union soviétique, il y avait un système moral de valeurs, de normes. Et quand de vivre pour la collectivité, quand je revenais, on me disait partout qu'il fallait être égoïste, qu'il fallait gagner de l'argent. Et c'était un autre monde. И от меня в тот период люди ожидали, что я буду им рассказывать, как хорошо в Западной Европе, но я уже им начала рассказывать, как на самом деле, там, Да. о трудностях тоже, Да, да. и меня никто не хотел слушать. Нет, нет, не может быть, там не может быть так. Donc elle revenait en Russie et on entendait qu'elle allait louer l'Occident, l'Europe occidentale, comment c'est le paradis, comment on vit bien là-bas. Mais au contraire, elle a décrit la misère qui existe chez nous et personne ne voulait la croire. Но теперь они верят, теперь они Mais знают. maintenant, ils ont tous compris. Потому что La уже majorité много de la людей, да. population a... Ils sont tous complotistes alors. Oui, Ils ont subi le choc libéral. oui, c'est ça. Ouais, ouais, c'est un choc le libéralisme. Hein, mais, Oui. Et donc maintenant, elle est crue. Ce qu'elle écrit, on dit oui, en effet. Et la cause de l'effondrement. А И самая вот, главная да, ну, причина, главная причина, я не могу выделить одну, потому что их много. non, самая главная. А главная причина, я думаю, что было выбрано неправильное направление развития. Вот на определенном этапе можно спорить, разные точки зрения Да, существуют, на каком периоде это произошло, но выбраны неправильные ориентиры, Да. и общество начало развиваться не в ту сторону. В мое время это было не так заметно, но уже коррупция и такие вещи уже, как сказать, более заметными становились. Чем дальше, тем больше. То есть уже были люди, которые на улицах продавали тайно какие-то западные вещи, и иногда покупали мы у них тоже. Была коррупция, была связь такая коррупционная у работников торговли, с одной стороны с работниками местных партийных органов, Да. а с другой стороны с настоящим преступным миром. Да, Вот, да. да. Понятно. Donc la raison principale, elle croit que c'est un choix erroné qu'on a fait en Union soviétique, surtout dans le choix économique de vouloir guérir les défauts du système par le capitalisme, par le marché, le libre marché. oui, c'est exactement ce qu'expliquaient les, Oui. Et donc, les scientifiques et historiens qui sont venus ici. voilà. Elle considère que c'était un choix erroné, mais même dans c'était pas tout à coup qu'on l'a fait. Même pendant sa jeunesse, elle avait déjà remarqué que quelque chose ne clochait pas. Il y avait une économie grise ou noire, Le marché noir. un marché noir, et qui s'est allié à des fonctionnaires d'État corrompus qui ont cru faire la carrière comme on fait à l'Occident. Et donc, sous pression de cette alliance, on a pris la mauvaise décision de prendre cours vers le libéralisme, le marché, le capitalisme. И еще одна важная, как сказать, ошибка была совершена в советское время. Говорят, что новое общество должно строить новый тип человека. Но вот этот вопрос как раз был очень запущен. Нового человека перестали воспитывать. То есть какая-то сложилась такая точка зрения, что главное развивать экономику, а новый человек сам воспитается автоматически. Но на самом деле так не происходит. Et sur le plan idéologique,
sous l'Union soviétique, on se posait comme tâche de créer l'homme nouveau, avec une mentalité nouvelle qui était adaptée à la nouvelle étape sociale du socialisme. Donc créer une autre mentalité, une autre morale, mais même dans sa jeunesse, ça commençait à se négliger. Et donc, on se contentait à développer l'économie. Et on avait des critères purement économiques pour dire si on vend plus, si on produit plus. А человек сам изменится, как будто Et автоматически. l'homme va de soi-même s'adapter à la nouvelle condition, à la nouvelle économie. Но на самом деле так не происходит. А идеологическая работа уже вот при Брежневе, когда я в школе училась, была так запущена, что идеологией, мы думали, ею занимается, это будут просто общие слова, и ей занимается тот, кто больше ничего не умеет. Et même sous Brezhnev, on a vu cette détérioration que l'éducation idéologique des gens commençait à devenir de plus en plus faible et qu'on considérait que l'idéologie, bon, c'est bon pour des gens qui ne savent pas travailler et agir. Juste une question, est-ce qu'elle fait une distinction, quand elle parle d'éducation idéologique, voire de morale, avec ce que nous, en France, nous appelons l'éducation civique? Ou est-ce que c'est la même chose pour elle? Je ne sais pas, mais je ne sais pas comment ça en France. Ah, mais elle ne sait pas bien comment ça... Non, je précise ça parce qu'en France, on ne Ça considère pas que c'est fonctionne en une éducation France. idéologique. Parce que si on présente ça comme une éducation idéologique au public français, Oui, ils vont imaginer que dans l'Union soviétique, à longueur de journée, dans les écoles et partout, on faisait de la propagande, etc. En réalité, pour autant que je sache, et ce dont elle parle, mais je parle sous son contrôle, c'était tout simplement ce qui relève de l'éducation civique. Voilà, depuis la Troisième République en Comme France. ça. Alors, on va la laisser répondre. Est-ce que, de son point de vue, c'est la même chose ou c'était autre chose? Ça se passait différemment en Union soviétique? а во Франции это называют гражданское воспитание. Ну, это ценности общества. Это воспитание идеологически, это пропаганда или воспитание По-настоящему, гражданское или как в моем время у нас в школе уже был только курс обществоведения в последний год, в 10 Да, классе, да. и там вот это было похоже больше на французскую Да. систему. Но настоящее идеологическое воспитание заключалось не просто в том, чтобы читать работы классиков марксизма-ленинизма, а в том, чтобы понимать законы развития общества при капитализме и при социализме. Вот такой была цель. А как это на практике осуществлялось, это уже другой вопрос. В отдельных местах лучше, в других Да. местах хуже. Да. Donc, elle considère comme éducation idéologique, c'est l'explication des lois d'une société socialiste et d'une société capitaliste. Et donc, que les gens soient conscients des lois qui régissent le développement de la société. Mhm. Mais cela s'est affaibli et de plus en plus c'était en fait une forme de sociologie ou une forme de science sociale comme en France. Mhm. Et c'est ça qui était le point faible. Il n'y avait plus de contenu de classe, il n'y avait plus de conscience de la société. То есть многие вещи, которые нам в институте, в университете давали изучать, там уже глубже все это изучалось, Да. а в школе очень поверхностно, и вот именно больше во французском стиле. Я думаю, что эту работу надо раньше было начинать в школе, раньше детям объяснять именно законы существования общества. Dans les universités, on étudiait encore les classiques du marxisme et léninisme, mais une chose c'est de les étudier, mais il faut aussi les appliquer dans la société actuelle. Mais dans les écoles moyennes, il n'y avait presque plus
d'éducation dans le sens du marxisme. Il y avait donc, quelque chose dans le genre de ce qu'on fait en France, l'éducation civique. Enfin, l'éducation civique, c'est dans Une le leçon de secondaire, le primaire, le secondaire. Oui. Oui, Là, ce qu'on évoque, c'est le fait, y compris au niveau universitaire, il y oui, avait clairement une manière d'entretenir une conscience de classe, comme tu le dis Oui. fort justement, Oui. une conscience politique oui, et une conscience historique oui, en rapport avec le fait que l'Union soviétique était un pays socialiste oui, et que les gens prennent bien la mesure de ce que c'était qu'un pays socialiste. oui, Donc c'est ça qui a cessé d'être, sinon enseigné, du Oui. moins acculturé par la population à partir, en gros, des années Brejnev, Oui. probablement même peut-être un peu avant, on dira peut-être Oui. des Khrouchtchev, mais bon. Quand elle étudiait à l'université, elle avait accès aux classiques du marxisme-léninisme, mais les écoliers des écoles moyennes n'avaient pas d'éducation dans ce sens-là. Et elle trouve que l'éducation dans ce sens-là doit commencer plus tôt Oui, mais que... en France, ce qu'elle Ouais. sait peut-être, je ne sais À pas la si c'est la même maternelle. chose Oui. aux Pays-Bas. En France, maintenant, c'est fait dans les classes, dans les cours d'histoire, on leur explique que nazisme égale communisme. Voilà. C'est la manière dont on leur explique ça. Je veux dire, on est à ce niveau-là. Bon, En France, dans les écoles, c'est Oui, ce c'est type. ça, oui. Désormais, c'est le type d'enseignement qu'ils ont. Ils ont les totalitarismes, une Oui. page Voilà. Hitler et l'autre Staline. Voilà. Oui. Et voilà ce qu'on leur explique. Et ça, c'est dès les classes, j'allais dire, peut-être pas primaires, mais en tout cas secondaires. Alors, donc, il y avait un contrepoint à ça, évidemment, pour d'évidentes raisons, en Union soviétique. Mais le mouvement, si j'ai bien compris, hein, était plus profond, lié à la manière dont les choses évoluaient à l'intérieur de l'espèce de classe moyenne plus ou moins corrompue Oui. qui vivait du marché Oui. noir. Bon, ça, c'est un peu l'analyse qu'ont fait les spécialistes qui sont venus ici. Et Oui. donc, elle confirme du point de vue du vécu de la population russe. Oui. Oui. C'est bien ça. Voilà. D'accord. Alors, peut-être qu'il y a d'autres questions. Monsieur. Oui, il est beaucoup dit en Occident que la guerre dite froide entre le capitalisme et l'URSS a poussé l'URSS à faire des développements militaires très importants qui ont pesé très lourdement sur son économie et donc sur le niveau de vie de ses habitants. Que faut-il en penser ? Alors, j'ajoute que c'est également, ça fait partie des thèses, je dirais, académiques qui ont été livrées ici même. Женя, ну, более конкретно переведите. Говорят, что при холодной войне капитализм против СССР это заставило СССР, чтобы расходить огромные суммы для военного оборудования. И это было на плечах очень тяжелое племя для экономики, для общества советского. Ну, конечно, если бы не было этого времени, было бы легче развивать другие отрасли экономики. Но какой была бы альтернатива? Если бы мы не развивали нашу военную промышленность и нашу армию, что произошло бы с нашей страной? Oui. Поэтому у нас просто не было альтернативы. И приходилось терпеть, ну что делать? En effet, c'était un lourd fardeau sur les épaules de la société soviétique. Mais l'Union soviétique n'avait pas d'autre choix si on n'aurait pas eu les outils, la défense militaire, on serait balayé par les États-Unis. Сейчас, когда уже столько лет прошло, опубликованы разные секретные планы, которые Соединенных Штатов было, какие наши города не собирались бомбить. Они на полном серьезе эти планы строили. Il y a des plans détaillés de quelles villes en Union soviétique on était préparé de bombarder. Donc il y a, en effet, c'était lourd, en effet, c'était dur, mais il n'y avait pas d'autre issue.
Когда мы были детьми, мы не совсем понимали. Все время у нас говорили про борьбу за мир. Да. Это было очень популярное Да, такое да. выражение. Да. Мы были маленькие, мы не понимали, почему надо бороться за мир, если у нас есть мир. Но теперь, когда мы Да. уже выросли, видим Да, все, да, что да. происходит в мире, теперь мы очень хорошо понимаем, почему за него надо было бороться. Quand elle était à l'école, on l'expliquait qu'il fallait lutter pour la paix. Il ne comprenait pas. La paix, il y a la paix. Nous sommes en paix, il n'y a pas de guerre chez nous. Pourquoi faut-il lutter pour la paix? Personne ne comprenait. Maintenant, tous les Russes le comprennent. Juste une incise aussi, il faut rappeler pour les plus jeunes générations que l'époque dont on parlait, notamment celle de Gorbatchev, qui marque l'effondrement qui est en train de se produire, est liée à une négociation célèbre des fameux traités, certains des fameux traités, d'autres ont été négociés un petit peu après, qui sont en train d'être dénoncés par Trump, de désarmement nucléaire. Oui. Et il faut s'en rendre compte, sans autre commentaire, mais parce que c'est un des indices de l'étape régressive, historiquement, dans laquelle nous sommes, non plus seulement les Russes maintenant, mais l'Occident tout entier. Entre parenthèses, derrière, il suffit de voir ce qui se passe au Venezuela, où, alors là, mais sans barguigner, notre Macron national va lécher les bottes de Trump pour aller encourager un nouveau coup d'État du style de celui du Chili ou autre. Donc, il faut se rendre compte qu'on est dans une étape très régressive, et heureusement peut-être pour les Russes, ils sont eux sur la voie inverse actuellement. La voie inverse. C'est-à-dire que même sont sortis a priori, alors ça c'était aussi, ça amène une question que je voulais poser. Là, nous ne sommes plus du tout dans l'Union soviétique, avec Poutine, qui est clairement pas du tout un communiste, qui est un bourgeois nationaliste, Oui. qui a beaucoup de libéraux autour de lui, etc., qui crée beaucoup d'ailleurs de débats dont on ne parle absolument pas en France, actuellement en Russie. Mais il y avait, en tout cas jusqu'à sa tentative de réforme des retraites, une popularité de Poutine, mais singulièrement une popularité qui était due au fait qu'il avait quand même un petit peu sauvé, redressé le pays et la nation, et au prix d'un effort militaire considérable, mais dont on voit aujourd'hui clairement les raisons. Donc, comment dirais-je, est-ce que c'est perçu comme ça aussi, c'était mon autre question, par les différentes générations de Russes aujourd'hui? D'abord, je vais traduire Je cela. t'en prie. Petit moment de patience. Je t'en prie, je t'en prie. Теперь как Трамп окончил эти договоры, нуклеарные договоры средней давности, теперь мы видим, что история идет назад. Раньше были эти договоры, теперь есть войны. Теперь есть Венесуэла, это американцы там хотят повернуть правительство. И Европа, к сожалению, подчиняется США. И теперь о Путине, он, конечно, не советский, он буржуазный националист, либеральный, но все-таки его популярность была очень высока недавно. Недавно. И этот рост популярности из-за того, что он все-таки в какой-то мере восстановил ситуации, что он сделал военные расходы и все-таки отвечает в несколько степени это равновесие. Это вопрос? Вопрос в чем? Это тезис, а нынешние россияне
was je, так и думают Я о думаю, Путине. что года 2-3 назад очень многие так думали, Да? и очень многим хотелось бы продолжать так думать. Да. Но, к сожалению, все, что у нас там происходит, Да? он очень ловко пользуется популярностью Советского Союза и среди Да. нашего народа, и за рубежом. Да? Он использует это, когда ему надо поднять собственную популярность. А Да. на практике все социалистические завоевания уничтожаются планомерно в нашей стране. И если бы он серьезно подходил даже к вопросам обороны нашей страны и ее роли и веса в мире, то тогда он не уничтожал бы всю промышленность. А заводы его правления, больше 40 тысяч заводов, разных заводов, закрылись в 40 России. тысяч, Да. да. И как можно с разрушенной экономикой, с почти полной деиндустриализацией, как можно пытаться противостоять Соединенным Штатам всерьез? Понятно. Donc il a dit qu'en effet, il y a 2-3 années, Poutine a joui d'une popularité, que cette popularité, il a gagné en profitant de la popularité de l'Union soviétique, en se donnant pour un patriote, pour un soi-disant soviétique. Mais dans la pratique, la popularité a baissé fort ces derniers temps, parce que dans la pratique, il a continué à détruire les acquis de l'Union soviétique. Pour ce qui concerne la défense, la destruction de l'industrie nationale continue. Récemment, on a fermé 40 000 fabriques, usines technologiques et d'armement. 40 000, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Oui. И на... 40 000? Да, но за все годы его власти. Ah, в 2000 non, годы. c'est pour toute sa carrière qu'il a fait fermer 40 000 И, entreprises Industriel. industrielles Et et armement. surtout dans l'armement. Donc la défense du pays n'est pas au niveau. Даже самые уникальные производства уничтожаются. Такие производства, которых нигде в мире не было, и просто покупает какое-то частное лицо этот завод и закрывает его. Et même les industries de pointe qui étaient à l'avant-garde technologique du monde, il les a fait fermer. Et donc, elle trouve qu'actuellement, on profite encore des paroles et du prestige de l'Union soviétique, mais И невозможно противостоять Соединенным Штатам, не имея индустриальной базы серьезной. pour faire la concurrence ou pour faire la résistance contre les États-Unis, il faut avoir une base industrielle forte. Et c'est en démolissant cela qu'il a en fait démoli la possibilité de résister aux Américains. То Pourtant, есть еще есть у нас ученые, которые могут что-то изобрести в военной сфере и так далее. Но если нет базы для того, чтобы это массово производить, то все эти изобретения останутся на бумаге. Il y a encore les savants, les intellectuels, les techniciens qui peuvent développer une telle base, mais ils sont négligés et on ne produit pas. И когда я читаю некоторые газеты, я вижу, допустим, те заводы, которые еще остались, они радуются тому, сколько оружия они продадут в Африку. А кто там будет пользоваться этим оружием? Что люди будут убивать друг друга там? Об этом это их не касается, они об этом не Et думают. les usines d'armement vendent leurs armes en Afrique. Mais elles se demandent... enfin, les vendent un peu partout dans le monde. Hein. Et dans Oui, le oui, monde, oui. Oui, mais, Mais Ça en veut dire que- Afrique, qui va profiter, Oui, mais qui va employer ces armements de production peut-être, mais ça russe. fait longtemps et tout le monde vend en Afrique ou ailleurs. Mais Nous, ce que je veux dire, excuse-moi, Oui. c'est qu'il y a quand même, si on observe tout simplement l'actualité récente, Oui. que ce soit notamment en Syrie par exemple, on observe que en dépit de ces moyens donc qui seraient limités,
les résultats sont quand même que Poutine et Lavrov apparaissent dans le monde comme à peu près les seuls qui non seulement parviennent à freiner ou intimider les ambitions impérialistes russes dans pas mal d'endroits, mais en plus Non, américaines, pardon. Américaine, oui. Américaine, vous aurez corrigé de vous-même. Donc les ambitions impérialistes américaines, de toute façon, à ma connaissance, il n'y a pas d'ambition impérialiste russe, je n'en Oui, sais pas, oui. Y compris dans l'histoire, Oui. enfin plus depuis la Grande Catherine. Et donc, donc voilà, même si c'est avec des moyens limités, en tout cas avec ces moyens limités, il est arrivé à des résultats assez consistants. En tout cas, dans ce domaine-là. Donc, y compris en mettant en œuvre de la très haute technologie, puisque même ses adversaires, y compris les services de la CIA, le reconnaissent. Donc, c'est pour ça que je suis un petit peu intrigué et surpris par ce que vient de dire Irina. Oui, je vais d'abord traduire. Je t'en prie. Насчет Сирии, что результат от действия Лаврова Путина, что они сумели задерживать интимидации и амбиции американского империализма, хотя у России есть ограниченные средства, все-таки есть важные результаты, и это благодаря высокой технологии, и даже CIA признает, что это технологии на высоком уровне. Технология – это одно, а насчет результатов мы еще не знаем, чем там все закончится в Сирии. Конечно, когда он это решение принял, очень многие в России тоже его поддержали, Да. потому что Соединенные Штаты последние 20 лет вытворяют по всему миру все, что захотят, опрокидывают, как сказать, начинают войны в любых странах, которые им не нравятся, которые пытаются Да. быть независимыми, и хотя при том же Путине Ливия была предана, хотя можно было остановить Соединенные Штаты через ООН, объявив вето против того, что... В Ливии. Да, но я говорю, в Ливии он ничего не сделал, а вот за Ничего Сирию он не почему-то сделал, взялся. Но там Да. говорят, что разные причины для этого есть, и газопровод, который должен идти через эти территории, там какую-то роль играет. Но я в эти не хочу ударяться вглубь этих вопросов, но а стало ли лучше сирийскому народу действительно там от того, что Сирия сейчас практически разделена на несколько зон, Да. турецкая зона, российская зона, еще Да, какие-то. Трудно сказать, что там будет в будущем в Сирии, но Да. что я вижу, то что он поддерживает законного президента Сирии, в Да, то же да. время продает оружие активно в Саудовскую Аравию, которая как раз врагом является, это правительство в Сирии. И то же самое с Израилем. Он вместе с Ираном сотрудничает в Сирии, Иран его союзник. Да, И в то же время, когда Израиль бомбит какие-то иранские военные установки, россияне их не предупреждают об этом, хотя могли бы. Вот такая двойственность политики. Ладно. Donc après avoir trahi la Libye, Poutine s'est repris un peu et il a agi en Syrie. Et quand il a commencé à agir en Syrie, la population en Russie était fort en faveur de ses actions. Mais quel sera le résultat final? Maintenant, la Syrie est en fait divisée. Il y a une zone contrôlée par les Turcs, une zone contrôlée par le régime d'Assad, il y a une zone contrôlée par les Américains. Donc la Syrie est un pays divisé. Et on voit qu'en même temps, la Russie vend des armements en Syrie, mais vend des armements en Israël et en Arabie Saoudite. Donc dire que c'est une position conséquente en faveur de ces peuples arabes,
Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire, c'est sur le plan. On pourrait discuter. Ça, c'est un vaste débat. Je vais pas l'engager ici. c'est ça. Mais c'était sur la question de la dégradation des compétences et de la qualité Oui, de l'industrie oui. d'armement au service de l'indépendance, on va Oui, dire, de la oui. Russie. Поняла. L'effort qui a J'ai été compris. fait était quand même consistant, indépendamment du fait que si justement Poutine n'était pas intervenu avec l'efficacité qu'on a vue, on parlerait même plus de la Syrie ou on n'en parlerait pas plus que de la Libye. Donc, et il l'a dû au fait que il y a quand même une efficacité incontestable de ce qui reste, en tout cas du complexe militaro-industriel russe, qui lui-même a été créé et maintenu essentiellement pour faire face au complexe militaro-industriel américain, et que pour l'instant, y compris les dernières informations qu'on a eues à propos des discussions ou de la violente controverse qui émerge entre les Russes et les Américains à propos des traités justement sur les missiles, etc., actuellement, les Russes semblent s'être mis malgré tout en situation d'affronter la puissance américaine. Donc c'était juste là que je voulais faire une objection sur le fait que Poutine semble avoir quand même maintenu un appareil industriel, au moins en termes d'armement, efficace pour préserver l'essentiel, c'est-à-dire la nation russe en tant que telle. Повторять? В общих чертах является еще достаточно наша военная мощь. Нет, первая идея – это результативность военной промышленности в России. Потом есть споры об этих договорах между США и Россией. Потом есть конфронтация США и России. А как вы считаете общую картину? Только в Сирии или вообще? Нет, начиная с результативности военной промышленности. В Сирии все-таки ограниченная операция идет. Но если бы зашла речь о такой действительно большой войне между нашими странами, вот тут и могут проблемы вскрыться, потому что промышленность, я думаю, будет трудно производить в достаточных количествах все эти вооружения, и новые разработки быстро внедрять. Вот в этом будут проблемы. А то, что у нас пока еще достаточно современного оружия, конечно, с этим никто не спорит. Но в основном это разработки советского времени еще используются, с небольшими модификациями. Так. Да. С этим начнем. Vous permettez que je résume ce qu'il vient de dire? Non, mais monsieur traduit, vous inquiétez pas, il s'en charge très bien depuis le début de la soirée. D'accord. Voilà. Merci Ah, beaucoup. vas-y. Et donc pour la Syrie, en effet, il y a des armements modernes de la Russie, mais qui sont très limités en quantité. Si le conflit s'élargirait, il y aura un problème parce que la production manque. Et ce qu'il y a encore comme armement, c'est dans beaucoup de cas ce qui est resté de l'Union soviétique. Технологии в основном La советские. technologie est technologie soviétique. Oui, rappelons également pour les plus jeunes générations, ceux qui verront cette vidéo, que pour ma génération, en tout cas, la tienne aussi, ça a quand même été un choc quand on a entendu le bip-bip du Spoutnik. Oui. Et que les Russes avaient rattrapé et largement dépassé même à l'époque ce qui était le summum de la technologie industrielle mondiale, y compris américaine. Et ça, c'est le début des années 60 quand même. Elle n'a pas les renseignements. Et можно откликать на это Спутник. Donc ça, c'est juste pour confirmer Я que родилась через 10 лет sur ce после- plan-là, oui, voilà, Oui. il y avait Oui. vas-y, excuse-moi. Oui. Ну, я родилась через 10 лет после запуска спутника. Но мое поколение, когда мы были детьми, мы почти все хотели стать космонавтами. Это была Да. очень популярная идея. Да. И именно то, что люди не остановятся на только полетах вокруг Земли, а далеко в космос полетят. Да. У нас было такое вдохновение. Мы все этой идеей жили. Даже я в детстве мечтала тоже быть. А вы родились в 67. Да. Et Sputnik est 57. 57. Donc elle est née après le Sputnik, 10 années après que la satellite a été lancé.
mais encore, tous les jeunes voulaient devenir cosmonautes. Et, Даже девочки. et même les filles, et même elles. Mais il y en a eu d'ailleurs. Il y en a eu, donc certaines sont devenues cosmonautes. Si je disais ça, c'était pour confirmer que, Oui, c'est ça. effectivement, il y a une excellence Oui. des scientifiques. Oui. Les Russes ont donné une image complètement différente du moujik Oui. bourré à la vodka du jour au lendemain, C'est ça. du matin jusqu'au soir, etc. En effet. Et un défi terrible a été lancé aux Américains, qui avait une importance en plus capitale, puisqu'on a vu Oui, que l'espace et les missiles et la balistique, c'était très important. Donc, Oui. je disais ça juste pour confirmer que, ce que suggérait Irina, ce qu'elle dit clairement, c'est-à-dire qu'il y a un patrimoine considérable entretenu pendant toute la durée de l'Union soviétique, C'est ça. créé Oui. et qui a duré jusqu'à aujourd'hui. Je En pense que effet. c'est un petit peu ce qu'elle dit. Oui. Mais peut-être que comme le temps file, il y a peut-être d'autres questions. Monsieur voulait intervenir, non? Oui, en gros, elle disait que la Russie a encore des gros moyens d'armement moderne, mais si jamais il y avait une confrontation directe, la production ne suivrait pas pour résister. Oui, on a bien compris ça. Bon, là-dessus, peut-être y a-t-il d'autres questions, mais comme le temps a filé encore une fois, on va peut-être arriver... Oui? Juste pour répondre à Trump, Poutine a déclaré qu'il allait mettre un effort économique important sur l'éducation et l'armement, et puis la troisième chose dont je me souviens. Oui, dans son discours récent, là. Ouais, en tout cas sur l'armement. Ouais. Oui, dans la grande... l'éducation, l'armement, les hautes technologies, ce qui est en réalité une tradition soviétique, entre parenthèses. Et la santé, oui. La santé aussi. Et la santé, qui était parmi les points forts des accomplissements du pays du socialisme réel. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'on fait un commentaire là-dessus? Oui. Значит, последние речи Путина были названы приоритеты. Это вооружение, это воспитание, это технология и медицинские службы и здоровье людей. Но все это происходит еще из советских, эти темы еще из советских, из Советского Союза. А как вы оцениваете эти приоритеты? Если бы это еще было на практике так, а не только на словах. Но, к сожалению, мы с каждым годом все больше и больше убеждаемся. Например, перед прошлыми президентскими выборами, не перед этими недавними, а прошлыми, тот же Путин обещал создать 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Не просто рабочих мест, а высокотехнологичных. 25 миллионов. И где эти 25 миллионов рабочих мест сейчас? И сколько? И где они? Ничего не было создано. 25 миллионов рабочих мест. Мест, высокотехнологичных. Да. И ничего этого не было сделано. И так каждый раз, и все время нам говорят, вот в 2020 году у России будет вот это, вот это, вот это, в 2025 году будет вот это, вот это. Вы лучше скажите, а что у нас сейчас, вот в этом году конкретно сделано было? Так что это все красивые слова, к сожалению. Donc, ces priorités, armement, éducation, technologie, santé, en effet, ce sont des bonnes priorités, ce sont des bons mots, mais il y a deux législations de Poutine d'ici. Donc, dans le passé, il avait promis de créer 25 millions de lieux de travail dans la haute technologie. D'emploi. D'emploi dans la haute technologie. Or, ces 25 millions d'emplois n'existent pas. Donc, si en effet on appliquerait dans la pratique ces priorités, ce serait très bon. Dans la pratique, hélas, il n'y a rien qui est На самом деле у нас скоро будет больше церквей, чем школ. У нас такое направление. Bientôt, il y aura plus d'églises que d'écoles en Russie. И медицина в сельской местности практически уничтожена. То есть, если человек в сельской местности заболеет, его надо везти далеко, в город. Et tous les points médicaux locaux
sont en fait anéantis. Si on est malade, il faut être transporté très loin. И бесплатная медицина уничтожена совершенно практически. Et la médecine gratuite n'existe pas. Теперь это называется услуги на медицинские услуги на рынке. Вот так рассматривается. Ah, donc ce sont des promesses. services médicaux, des services conformes au marché. И Donc качество... la médecine se vend et les services médicaux se И vendent. кроме того, что образование стало платным, качество образования даже в школах очень резко упало. То есть люди выходят из школы, они не знают ничего, совершенно элементарных вещей. La qualité aussi de l'éducation tombe d'année en année. Ce qui Les gens explique- sortent Ce qui expliquerait ce discours de Poutine pour justement, pour dire qu'il va vis-à-vis des changer. Russes, essentiellement pour le dire on va corriger ce qui ne va pas. Oui, il dit qu'il va corriger. Ну, C'est раньше, bon de dire qu'on va corriger, c'est mieux de corriger. Voilà. раньше он мог сказать, что это его предшественники эту работу сделали, но он уже 18 лет у власти. Это уже достаточно, чтобы какие-то реальные результаты Et показать. avant, il disait que c'était l'héritage de l'Union soviétique qu'il fallait réparer, mais c'est déjà 18 années qu'il est en train de réparer les dégâts de l'Union soviétique et ça va de pire en pire. Bien, alors, juste, sauf s'il y a une autre question, ma dernière question qui pour introduire une conclusion, un des éléments importants qui a un rapport avec donc, toute cette histoire du peuple russe et du peuple soviétique, qui se revendique soviétique encore aujourd'hui, et qui, j'espère, les gens qui vont regarder cette vidéo auront compris qu'ils ont de bonnes raisons pour ça, que c'est pas des vieux gâteux séniles comme les présente Alexievitch qui rêvent d'un truc qui n'aurait jamais existé. Oui. C'est pas ça du tout. Mais est-ce que, alors la question est la suivante, est-ce que ce qui interdit ça, c'est que le Kremlin, donc le pouvoir russe actuellement, est extrêmement composite et le lieu de conflit de personnes importants avec des courants différents. Et est-ce que ce conflit, qui n'a pas de représentation en réalité démocratique, puisque c'est des luttes, des querelles de palais et des complots de palais, est-ce que on peut imaginer que pour X raisons, les choses peuvent changer, que Poutine peut essayer ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, de s'appuyer sur les classes populaires, si tant est que ce soit ce qu'il veut faire, et le clan qu'il représente, pour essayer de contrecarrer justement tout le clan dit libéral, qui est très bien représenté dans le pouvoir russe actuel. Перевести. В Кремле есть конфликты, там разные течения, там личные противоречия, и они не выражаются в демократических формах. Там есть борьба в палате. Наверное, есть, не знаю. Да. А сможет ли Владимир Путин опираться на народных классах, чтобы менять курс страны? Я думаю, что у него была такая возможность раньше. Раньше люди очень долго ждали от него, когда он прислушается к ним, ну, как сказать, возьмется за осуществление их интересов и так далее. Да. Но я думаю, что в этом году, когда он после выборов повысил пенсионный возраст, народ после этого на него смотрит теперь другими глазами. Я думаю, что люди ему уже не поверят и не пойдут за ним. Да. Poutine, en entrant au pouvoir, aurait pu changer la situation parce qu'il y avait des grandes expectations après qu'il a succédé à Yeltsin. Mais en fait, il n'a pas changé la situation dans la bonne direction. Il y avait des grands espoirs, il avait une grande popularité. Mais maintenant qu'il a changé l'âge de pension
Donc c'était de 60. La réforme des retraites, oui. La réforme des retraites, maintenant, Très contestée. c'est très contesté et les gens n'ont plus de confiance. Ils n'ont plus d'expectation qu'il va changer les choses dans le bon sens. Несколько лет назад он сам говорил, пока я президент, никакого повышения пенсионного возраста не будет. Дословно. Il y a quelques années, il a dit que aussi longtemps que moi je suis le président, l'âge de pension ne va pas changer ou être élevé, mais maintenant il le fait et il a perdu la confiance, disons. Все больше начинает напоминать того мальчика, который кричал «Волк, волк!». Ему приходили на помощь, а волка не было. А теперь, когда волк на самом деле пришел, и он кричит, уже никто не придет на помощь. Такое отношение у людей. Oui, c'est comme dans un conte populaire. Il y a un petit garçon qui dans le village crie « Il y a des loups, il y a des loups ». Tout le monde s'enfuit, mais il n'y a pas de loups. Et il le fait une deuxième fois et les gens commencent à se douter. Et la troisième fois, il n'y a plus personne qui ne le croit. Bien. Est-ce que Irina souhaite ajouter quelque chose en conclusion? Последнее слово этого собрания, пожалуйста. Я надеюсь, что моя книга многих вдохновит за то, чтобы не только воспоминаниями о Советском Союзе жить, но и за то, чтобы бороться за социализм в будущем. И надеюсь, что в будущем мы построим социалистическое общество с учетом всех ошибок, которые были нами сделаны. И я надеюсь еще дожить до социалистического общества и своих детей тоже так воспитать, чтобы они продолжали мою работу. Да. Irina vous remercie. Elle dit que elle espère que ce livre va vous inspirer non seulement pour réfléchir sur le passé de l'Union soviétique, mais aussi de réfléchir sur le futur du socialisme. Elle espère que de nouveau il y aura du socialisme dans son pays, dans sa patrie, qui prend en considération toutes les erreurs qui ont été faites, toutes les causes de ces erreurs, et aussi les mérites du système. Eh bien, ça me paraît être un bon programme. Bravo et merci, Irina.